Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Salon Tactique. Ça fait maintenant officiellement une semaine que nous avons lancé l'émission. La première était lundi dernier. Depuis, nous avons été là tous les soirs, sans exception, pour vous couvrir cette belle CDM avec, encore une fois, une belle journée au match contrasté, mais au scénario toujours intéressant. Et on va en discuter aujourd'hui. Et pour le faire, je suis toujours accompagné de mes deux acolytes. Pour commencer, monsieur Dan Pérez, comment allez-vous, monsieur? Salut Zach, salut, ça va très bien. Je vois qu'il y a déjà les fidèles sur le chat. Et non, désolé pour la déception, pas de col roulé ce soir. Pas de col roulé ce soir qu'une petite chemise ouverte. Ouais, on change. Casual. Oh. Même moi, j'ai pas mis de pull, donc j'avoue que chacun, tu vois, prend ses aises au fur et à mesure On des bascule émissions. vers les matchs à enjeu. Oui, 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 tout à fait. C'est la fin de la deuxième journée de Coupe du Monde et dès demain, les horaires des matchs changent. D'ailleurs, c'est important que vous le notiez. Maintenant, les matchs, c'est 2 matchs à 16h, 2 matchs à 20h, avec encore pas mal de matchs à enjeu à venir. Je me demande si c'est pas la première CDM depuis un long moment qui a autant de matchs à enjeu lors de la troisième journée. Mais pour en discuter, nous allons également avoir Monsieur Raphaël Cosmidis. Comment allez-vous, monsieur? Ça va Zach, ça va très très bien. J'ai compensé le fait que Dan nous expose comme ça quasiment un décolleté scandaleux pour moi, vraiment rester un peu plus sobre, tu vois? Et rester calme parce que je sais que Ah oui, voilà, on c'est a sur le important. chat quelques admirateurs, admiratrices et il faut quand même qu'on reste dans la limite de la légalité donc je suis content, qu'on soit à peu près, nous rester timides, tu vois? Dan, il va vraiment trop loin là. C'est Ouais, je quelque suis chose de d'accord, je suis d'accord. particulier. Mais il faut que, tu vois, c'est un travail d'équipe. Il faut qu'il y en ait qui compensent l'autre. Tu vois, quand il y en a un qui monte au pressing, il y en a l'autre, tu vois, l'autre compense derrière et tout. Ah C'est clairement, plutôt ouais, pas ouais, mal. c'est lui le plus créatif, hein. Nous, on est les travailleurs de l'ombre, Zach, et lui, c'est, tu vois, c'est le numéro 10 de l'équipe, hein. Nous, on récupère les ballons, on lui donne et il Podcast y vont va. croire que je suis arrivé avec une chemise BHL, alors que pas du tout. J'ai juste un t-shirt sous une chemise. Vous inquiétez pas. Mais vous pouvez m'arrêter et vous faire votre propre avis, bien sûr. J'avoue qu'on t'a fait passer pour BHL alors que pas du tout. Bon, on rigole bien, il y a pas de souci, mais on n'est pas là que pour rigoler. On est aussi là pour parler football. Et vous l'avez vu sur la plage du jour, le programme. On va parler un petit peu de tous les matchs. On va aussi commencer à faire nos bilans de la deuxième journée. Je peux d'ores et déjà également vous annoncer que à la fin de la première journée, enfin la première journée des phases de poule, pardon, de la Coupe du Monde qui sont du coup vendredi, si je dis pas de bêtises, nous allons vous faire une émission où on vous présentera notre équipe type chacun des poules de la Coupe du Monde avec du coup les joueurs. On pourra en débattre. Vous pourrez dire mais non, comment t'as pu mettre lui, t'as pas vu les matchs ou quoi? Ou ouais, comment t'as pu oublier machin? Bon, voilà, vous avez capté un petit peu l'idée. Mais faire une sorte de grand résumé et une équipe type, je pense que ce sera assez cool. Et je crois que des choix, il y en a à faire. Voilà. Donc c'est assez cool. Voilà, donc on va également vous faire un bilan dans cette émission et passer match par match. Et nous allons commencer de manière chronologique avec le match qui s'est terminé il y a à peu près un peu plus d'une heure entre le Portugal et l'Uruguay. Un match, c'était l'affiche un petit peu de cette journée de Coupe du Monde, affiche au sommet entre l'Uruguay et le Portugal, les deux équipes fortes de leur groupe, qui étaient sans doute favorites en tout cas pour se qualifier et qui a donné la victoire du Portugal face à une Uruguay qui a pas été très protagoniste dans le jeu, à minima, je dirais. Un Portugal qui a eu des phases intéressantes, mine de rien, quand même, qui était peut-être pas fabuleux, mais qui n'avait pas le plus gros allant offensif, mais qui malgré tout a réussi à se créer quelques occasions et suffisamment pour au final marquer avec leur homme fort, doublé de Bruno Fernandes, à moins que Cristiano ait touché ou pas touché sur l'occasion, on en rediscutera. Qu'avez-vous pensé du match, monsieur Dan? Je te laisse y aller. Eh ben, écoute, on a vu à peu près le même Portugal qu'on avait vu au premier tour, c'est-à-dire un Portugal qui essaye d'avoir le contrôle, qui accumule les milieux de terrain Mmh. plus et qui essaye d'avoir le contrôle sur le match sans forcément beaucoup attaquer la profondeur. Ouais, totalement. Heu, ils ont plutôt bien réussi ce qu'ils avaient envie de faire face à un Uruguay qui se contentait enfin qui arrivait pas à sortir, qui jouait des longs ballons vers le duo Cavani, Darwin et Et en essayant de la gagner. D'ailleurs, bon, ils se procurent quand même la meilleure occasion de la première mi-temps. Mais ce que j'ai retenu aussi, c'est que lorsque le moment où le Portugal a changé de formule et a sorti un milieu, comme le préconisaient beaucoup d'observateurs du Portugal, ouais, mais pas nous tous ici, et pour rentrer Raphaël Leao, ça a Neves été un pour match Léao, le beaucoup plus changement. ouvert. Ça a été un match beaucoup plus ouvert et c'est exactement à cette période-là que l'Uruguay a obtenu ses meilleures occasions et Mmh. dès que le Portugal est revenu
et donc a ressorti un offensif pour remettre Palhinha, pour remettre, Matheus Neves. Elle a repris le Portugal a repris le contrôle sur le match et on a revu en fait, la physionomie qu'on avait au début de match, avec cette équipe. Donc je crois que pour moi, c'est l'enseignement à tirer, c'est que ce Portugal, il a une identité. On peut le regretter, c'est pas Mais c'est hyper son flamboyant. identité. Je reconnais, mais c'est son identité. Et quand vous voyez à la fois l'entrée de Leao dans son investissement, qui a été relatif, et dans la manière dont ça a changé le profil de l'équipe, je suis pas sûr qu'on le voit titulaire sur le gros match du huitième de finale. T'es d'accord avec ça, Raphaël? Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Dan. Moi, j'étais plutôt client il m'a envoyé un subli là, je signale, Dan, il m'a taclé sans me mentionner. Non, j'étais C'est plutôt bien, client il du faut fait de Non, sortir un milieu de terrain non, pour. je pensais même pas à toi Je rigole, non, parce qu'en non, fait, mais. j'étais d'accord pour dire que c'est vrai qu'on s'amuserait plus avec Léao sur le terrain. Donc, même Mais moi, je te rejoignais. après, j'entends ce que tu dis parce que là, ils sont sur une phase de poule où ils doivent être dominants par rapport à toutes les équipes. Maintenant, quand ils vont arriver sur des huitièmes, quarts de finale, où ils risquent de tomber sur des équipes qui prendront le ballon et qui justement chercheront à avoir le contrôle, c'est dans ce genre de contexte que par contre Léao peut être très intéressant, tu vois. Et là, ça va être un autre tournoi pour le Portugal, parce qu'ils ont vraiment dans leur poule, à la différence de l'Espagne ou l'Allemagne où ils pouvaient se demander ce qui allait se passer entre eux, il n'y a aucune équipe qui peut les embêter sur la maîtrise, sur l'idée d'avoir le ballon, qui peut Ouais, aller chercher ouais, quelque, ouais. tu vois. Moi, j'aurais aimé que le Ghana il ait pressé haut, ils l'ont pas fait. L'Uruguay, c'est une équipe qui reste assez prudente dans ce qu'elle a proposé. On verra ce que fait la Corée, qui a besoin de gagner. Peut-être que ça donnera des enseignements au Portugal, qui va aussi peut-être faire tourner. Mais par contre, je pense qu'une fois en huitième et en quart, s'ils sont justement dans un contexte où ils ont plus le contrôle, où ils n'arrivent plus à l'avoir avec leur milieu, bah là, peut-être que Léao peut démarrer parce que justement, tu vas attaquer dans des grands espaces et lui sera plus à même de sanctionner une équipe qui vient de chercher haut que Joao Félix ou Bruno Fernandes s'ils sont dans des Est-ce que rôles tu comme le ça vois pas de faux ailier. Est-ce que vous le voyez pas plutôt, justement, comme une sorte d'option sur le banc? Si le match change de physionomie, en cours de route, quand le match ouvre, Ouais, on avait parlé, rappelez-vous, Raph, tu avais pas mal parlé aussi des remplaçants du Brésil qui, si le match s'ouvrait, étaient capables encore d'amener beaucoup de percussions, et cetera. Le Portugal a ça, la France aussi, peut avoir ça. C'est Oui. les 3 équipes d'ailleurs qui sont qualifiées. Est-ce que tu vois pas quand même, enfin, en tout cas, moi, je me dis que imaginons, ils rencontrent le Brésil demain, je pense qu'ils se gardent Leao pour, ouais, on va dire la 60e. Non, mais tu si crois pas? t'encaisses bah, ce truc, c'est que si t'encaisses le premier but, Léao a moins de sens que si tu marques le premier but, tu vois. Je suis Et d'accord, donc mais ça, est-ce qu'il réfléchit comme ça, Santos? je sais pas comment il réfléchit. Faudra si on peut Pour la moi, voir dans le Twitch. Pour moi, ça, c'est une option qui est valable, ce que tu dis. Mais en fait, je les trouve vraiment trop pauvres dans la profondeur et dans les mouvements quand ils sont sans un Leao. C'est Quand vrai. en attaque, ils arrivent avec Félix, CR7 et Bernardo Silva. Bon, CR7, un peu plus âgé, prendra pas la profondeur comme avant. Bernardo Silva, bon, c'est pas un joueur de profondeur. Félix non plus, même s'il peut le faire par moment. Donc du coup, en fait, ce que je veux te dire, c'est que cette obsession du contrôle et du fait d'avoir très peu d'événements, ça peut se comprendre, mais à la fois quand même ce manque de déséquilibre face à une défense solide, ça peut vraiment aller dans le dos de Diego Godin, ça aurait pu donner un truc quoi. Et Après, je j'ai pense que ressenti un le truc fait, comme ça. malgré évidemment toutes ses qualités et sa carrière monstrueuse, ne peut plus garder le ballon en fait. Donc, Ouais, tu ne peux quasiment le toucher, allez, il peut faire quelques remises et sinon, toucher dans la surface. Mais déjà, tu as un joueur qui, si tu te rajoutes, un deuxième joueur qui est capable de perdre vite le ballon, mais parce que c'est son jeu, Léao, c'est-à-dire d'essayer de dribbler, de percuter, et c'est logique, hein. Je veux dire, c'est la nature du joueur. Ça fait mmh, 2. Si tu te rajoutes Félix qui parfois bascule entre joueurs de conservation et joueurs qui essayent un peu de dribbler, ça peut être trop ces trois-là. Donc peut-être ouais, que l'espace il se joue entre Félix et Léao, mais Félix il peut te donner un peu, alors non pas les deux, la même verticalité que Léao, mais il peut faire quelques courses et t'apporter aussi un peu d'association, un milieu supplémentaire. Alors que si tu mets les trois quand même, tu as le ballon qui va revenir vite, vite. En tout cas, tu risques d'avoir le ballon qui va revenir vite. Et je ne suis ouais, pas sûr que le Portugal a intérêt. Moi, j'ai vu se faire transpercer plusieurs fois par l'Uruguay oui, oui, euh, quand c'était dans cette configuration. Donc, je pense que c'est typiquement le genre
la tête qu'a eu son équipe à ce moment-là, c'est ce que déteste Fernando Santos. C'est pour ça que je suis plus, je suis pas sûr qu'il mettrait, Leao titulaire, mais en tout cas, ça Non, va il être le cool à mettra voir. pas pour Comment moi. ils vont Il le s'organiser mettra dans d'autres pas. configurations. Il le mettra pas, mais pour moi, le Portugal a trop de failles et de lacunes défensives également, tu vois, pour se permettre d'être. Après, paradoxalement, avoir beaucoup de contrôle, ça peut t'aider défensivement, mais je sais pas si sur le long terme, c'est l'option à prendre. Parce que, par exemple, moi, je sais pas pour vous, mais j'aime pas du tout le mondial de Ruben Dias, que je trouve extrêmement, pour l'instant, sur ces 2 premiers matchs, extrêmement peu fiable. Mais De même pour c'est lui Cancelo. qui prend un ballon dans le dos, Zach, à un Ouais, moment, sur justement un moment où l'Uruguay transperce le Exactement. milieu de terrain avec Valverde, et c'est Valverde qui lance des Saeta dans le dos de Ruben Dias, il me semble. Exact. c'est Exact, lui qui exact. Et franchit et une, le crochet de Bentancur aussi. Et je dirais même que une passe magnifique, hein. c'est ça, et je dirais même que le côté droit du Portugal avec Cancelo, moi Cancelo j'adore ce mec, mais là pour moi il perd sa place. Enfin pour moi Diogo Dalot doit lui passer devant parce que ses performances et sa mauvaise fiabilité défensive coûtent trop au Portugal par rapport au fait qu'il ne te rapporte même pas ce que offensivement il rapporte à City. Voilà. Non, Mais Et de c'est toute encore vrai, une et je fois, façon, me demande si c'est pas pour ça à qu'il City met c'est Bruno beaucoup à mieux. droite. Je me demande si c'est pas pour ça qu'il met Bruno à droite et Joao à gauche. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a la question de Cancelo et l'Uruguay a beaucoup trop peu utilisé cette zone-là. Ouais, totalement. Alors que quand tu vois quand tu vois le 11, c'est un peu, tu dis le point faible. En tout cas, tu sais il peut être fragile défensivement. Cancelo, c'est un joueur que j'adore, mais encore plus quand il joue à droite, il peut être fragile défensivement. Et l'Uruguay a quasiment jamais utilisé cette zone. Même pas au envoyé ses deux final, attaquants là-bas. Léao démarrera pas le huitième, parce que le huitième, tu joueras Serbie, Suisse ou Cameroun. Donc je pense qu'en effet, comme le disait Dan, ils resteront sur l'option de contrôle. Et s'il est titulaire, ce sera en quart de finale on verra qui ce sera à ce moment-là si le Portugal va jusque-là. Mais ce sera pas avant les quarts vu les oppositions prévues. On parlait un petit peu en off de ça et dans le chat, donnez-nous votre avis. Mais on a commencé à discuter en live enfin en off sur quelle est pour l'instant la sélection la plus décevante du mondial en rapport avec ses ambitions, en rapport avec le matériel qu'elle a. Et pour moi, j'avais parlé de la Belgique, mais qui réussit quand même, au moins en termes de résultats, à sortir une victoire pas très méritée, mais une victoire quand même face au Canada et qui réussit à avoir 3 points. Mais pour moi, même s'ils peuvent encore se qualifier, l'Uruguay, tu fais le rapport entre qualité sur le terrain et dans l'effectif et rendu, que ce soit contre le nul contre la Corée, enfin entre le nul contre la Corée et ce soir contre les Portugal, mais c'est d'une pauvreté absolument sans nom. Ils ne créent pas grand-chose. Pourtant, leur milieu, par moment, est pas totalement nul. Hein. Bentancur était en forme ce soir et à 2 doigts de marquer un top but avec sa chérie de crochet là, et son rush qui m'a fait un petit peu kiffer quand même, je dois le reconnaître. Mais sorti de ça, ça a été beaucoup de grands ballons pour Nunez, pour Cavani. Le coach uruguayen est un coach qui fait, comme vous l'avez dit, beaucoup de poste pour poste, donc du coup, c'est très peu de prise de risque. Franchement, ça attaque pas super Ils sont super. passés à 4, ouais, ils sont passés à 4 à l'heure de jeu en sortant Godin. Enfin, après le but, je veux dire, ils avaient aussi fait un changement de système au premier match. Mais je sais que Raphaël a été curieux justement de voir comment ils allaient utiliser Valverde avant le premier match. Est-ce qu'il y aurait des ajustements au deuxième match? Bon, j'imagine, Raph, Non, mais que ça t'a il pas fait. plu non. Enfin, moi j'ai vu que la deuxième période. Donc je l'ai vu quand les espaces se sont ouverts un peu. Et il a été à l'origine pardon, de pas mal des meilleures actions uruguayennes. Après, je vois des gens sur le chat qui disent qu'il y a la Belgique, l'Allemagne, le Cameroun. Mais alors, la Belgique, on n'attendait pas grand-chose d'eux. Enfin, ça sentait quand même Ouais, le oui, roussi avant le début de la compète. ouais. Le Cameroun, personnellement, j'en attendais rien. Ils ont fait une CAN très très moyenne dans le jeu. Et l'Allemagne, ils ont quand même fait un match intéressant contre l'Espagne. Donc on verra, c'est Ça peut-être un doit peu être un tôt Camerounais, pour dire. Boucher là, il doit être, Boucher 10 là, ça doit être un Camerounais déçu C'est, de pas avoir de victoire. ou, Ou un Algérien. Un Algérien vengeur, tu vois. Non, non, mais oui, moi la grosse déception, je rejoins Zach, c'est au-delà du style de jeu, parce que bon, on savait que l'Uruguay allait pas se transformer en la Masia Oui, oui, en c'est un sûr. an. C'est vrai que le rôle dévolu à Bentancur et Valverde, qui sont des joueurs de ballon et des joueurs dominants, tu peux te dire quand même je sais pas, que tu passes pas assez par eux, tu vois, que tu passes pas assez par tes meilleurs joueurs. On avait parlé de De Bruyne hier soir en disant que c'était dommage de le voir toucher si peu de ballons dans un match où la Belgique a besoin justement d'un créateur. Bah là, c'est un peu pareil sur les 2 premiers matchs. Alors, ils font des choses, hein,
mais est-ce qu'ils sont assez, utilisés par l'Uruguay? Est-ce qu'on prend assez de risques dans l'utilisation du ballon côté uruguayen pour les utiliser? Je sais Mais pas, quand tu vois ce qu'a je été me capable de demandais, faire Bentancur, je doute un peu. est-ce que vous pensez pas, enfin, c'est une question que je me pose, je sais pas, Raph, Zach, ce que vous en pensez, mais Mmh. est-ce que vu que tu n'arrives pas à le toucher à l'intérieur parce que tu n'as pas trop l'habitude de jouer comme ça, vu les joueurs, les neufs que tu as, c'est-à-dire bon de la tête, capable de gratter dans la surface, d'être accrocheur, etc. Est-ce que, moi, ça m'a étonné de ne pas voir à un moment dans un des deux matchs Valverde plutôt excentré sur le côté droit, même Ouais, si c'est un excellent relayeur, mais plutôt excentré sur le côté droit pour percuter et réussir, parce qu'on sait qu'il saurait le faire, réussir à centrer pour oui. T9, parce que T9 c'est Darwin, T9 c'est Cavani, Suarez, mais même Maxi Gomez, c'est des mecs qui ont besoin de centre. Après, Euh, côté droit, tu as un des seuls joueurs performants de l'Uruguay qui est Pellistri, qui je trouve fait, des bonnes choses sur les 2 matchs, tu vois? Et qu'on a qui a encore fait vu une là bonne faire des entrée, c'est vrai, différences. c'est peut-être pour ça. Ouais, il a fait une Donc très bonne entrée, mais il démarre pas, tu vois. Après, c'est vrai que Valverde, c'est un bon relayeur, mais moi, Valverde, je l'aime beaucoup quand il est dans ce rôle un peu de cheval, façon de parler, mais oui, non, mais c'est ça, hein. jument à valeur d'espace sur le côté, où il a commencé d'ailleurs à perf l'année dernière au Real quand le match est contre Paris, il met Asensio et qu'après il arrête ses conneries et qu'il faut Valverde sur le côté et que Valverde t'apporte une tonne d'efforts, il t'apporte énormément de courses, énormément d'aplomb et en plus en étant propre techniquement, tu vois, c'est pas non plus un mec qui est niveau zéro technique. Vraiment, pour moi, je suis d'accord que ce serait une utilisation qui serait cohérente vu la qualité des neufs que tu as, des neufs qui en plus pour la plupart sont bons de la tête, sont bons à la réception des centres, et puis Ouais, sont voilà. juste bons dans la surface au global, parce que bon, quand ton seul plan de jeu c'est de défendre comme des chiffonniers, de leur envoyer des grands ballons qui doivent négocier à 2 contre 4 en ayant des fois toutes Ils ont essayé d'aller leurs chercher, défauts, hein. c'est chaud. Hein. Ils ont essayé d'aller chercher en première mi-temps. Ouais, Ils avaient même, tu vois, ils sortaient assez haut, sauf que le Portugal s'en est plutôt bien sorti. À part un ou deux coups, il y a quand même cette liberté accordée à Bernardo Silva qui est intéressante. Alors, il fait pas tout bien sur les 2 matchs, j'ai trouvé. C'est pas le meilleur Bernardo Silva, mais dans ce qu'il produit, dans toutes les zones où il apparaît, il t'apporte beaucoup, notamment pour sortir le ballon. Parfois, il reste haut s'il y a pas besoin. S'il y a un besoin, il peut même décrocher très, très bas, genre quasiment comme un latéral, ouais. ou venir prendre le ballon dans les pieds de ses centraux. Donc ils ont malgré tout essayé, mais c'est vrai que c'était assez faible. On nous dit, Serbie et Danemark. C'est vrai que Danemark, je sais pas ce que vous en pensez, Ouais, bon, en fait, on on a nous un a peu dit, basculé sur les déceptions, mais et j'ai pas parlé Danemark, de c'est vrai que l'Argentine, mais c'est vrai qu'il y a l'Argentine aussi, c'est quand même l'Argentine, qui se présentait comme un des deux trois favoris et qui est loin de ça pour l'instant, je trouve. Certes, c'est vrai, mais pour moi, vraiment, je trouve l'Uruguay encore pire. Pour l'instant, pour moi, c'est ma déception du mondial, l'Uruguay. Bah, 0 but marqué, hein. Il y a pas de Après ils ont eu des occasions ce soir, mais ils ont pas ils ont pas énormément de grosses occasions, tu vois? Ils ont celle de Ouais, c'est Bentancur qui est une grosse c'est vrai. occasion. et les Heu, 3, au moment où on parlait là, c'est-à-dire, le poteau de Maxi Gomez, la frappe Mmh, de Suarez sur le petit filet et le ouais. petit piqué raté de Arrascaeta qui se situe exactement dans le moment où le Portugal joue avec un milieu en moins et mmh. ces 3 devant là. Voilà. Oh, Santos, milieu en moins, plus occasion. Enfin, milieu en moins égale occasion uruguayenne. Vraiment, dans sa tête, il a dû se dire allez, 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 c'est bon. Ah bah, je peux Ça a vous dû dire le que faire. ce quart d'heure, il l'oubliera pas. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, voilà pour ce match. Quand même, victoire sympathique du Portugal. Et j'aime bien le résumé que tu en as fait en disant c'est peut-être pas le style qui nous plaît ou le style de ouf, mais ils ont un style. Où est-ce que ça émènera? Je sais pas, mais c'est leur propre style et on verra dans la suite du tournoi pardon, ce que ça donnera. On passe au match d'après. Brésil-Suisse. Brésil-Suisse. Le second match du Brésil que j'avais prédit hier soir ici, qui serait un peu embêté quand même par les C'est Suisses, vrai. qui ne dérouleraient pas. Et je trouve que ça a été un peu le cas, notamment par une Suisse qui a été un vrai coffre-fort, mais que j'ai pas trouvé non plus béton bête et méchant. Je dirais, j'ai trouvé que ça défendait bien, notamment dans l'axe, et que ça a posé problème au Brésil, notamment les centres brésiliens, Marquinhos qui a essayé, à mon sens, il n'a pas assez fixé, mais qui a essayé à des moments, mais qui avait du mal à trouver des relais intérieurs, ce qui a souvent fait que il passait par les côtés pour après derrière avoir des ailiers dans des dispositions en 2 contre 1 constant.
Mais au final, ils ont réussi à quand même faire un but sympa avec une belle action et la frappe de Casemiro avant de poursuivre par la suite. Au final, un match où j'ai trouvé un Brésil qui était quand même peut-être peu créatif, qui a du mal à accélérer sur certaines phases offensives, mais qui à côté n'a pas eu de difficultés défensives et avec un Eder Militao surprenamment bon en latéral droit. Et la Suisse qui s'est fait au final très très peu d'occasions. Vous en avez pensé quoi, vous? Vas-y, Raph. Ouais, tu t'as parlé des occasions concédées. Ils concèdent aucune grosse occasion. La Suisse a Aucune 6 bande. tirs. Ils finissent à 0,3 XG, la Suisse. Et pourtant, tu l'as dit, ils n'ont pas totalement bétonné. Il y a eu des phases de jeu où ils ont réussi à sortir court, ils ont réussi à combiner, à jouer entre les lignes. Il y a Total. une top sortie de balle juste avant la mi-temps, là où ils vont jusqu'à la surface brésilienne pour avoir un tir. Tu Total. sens quand même des intentions chez les Suisses. Mbolo a bien embêté les centraux brésiliens, même s'il fait pas un gros match, mais il y a eu beaucoup de fautes sur lui. Il y a plusieurs fois où les Thiago Silva, Marquinhos sont allés un peu le tamponner. Pareil pour Casemiro qui a fait une grosse faute sur lui, qui a fait une Ouais. Casemiro en fait, qui a fait une grosse Et faute et qui vraiment, regarde l'arbitre la genre mais Casemiro, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai taclé ces deux jambes en même temps, donc il n'y a pas faute. et qui prend pas Non, jaune, hein, c'était... c'est la Ouais, folie. ouais, ouais, non, mais bah, après on en reparlera de lui parce qu'il a fait d'autres choses, mais non, non, mais j'ai plutôt bien aimé ce qu'a fait la Suisse. Après, je suis vraiment, ce que tu as dit, c'est très juste sur le côté, le Brésil a du mal à accélérer. Le Brésil a beaucoup de Oui, mal à changer de rythme. Ils sont assez sûrs dans leur circulation de balles, ils perdent peu de ballons dangereux, tu vois, il y a vraiment peu de contre-attaques pour l'adversaire. Ça avait déjà été le cas pour la Serbie au premier match. On avait dit que le contre-pressing brésilien avait été bon. Mais par contre, ils ont beaucoup de mal à changer de rythme. Et une des seules choses qu'ils ont bien fait aussi offensivement et qui est une piste sans Neymar, c'est l'ailier qui rentre à l'intérieur et qui cherche à l'opposé. Et là-dessus, ouais, Rafinha a été bon. Il y a une des meilleures occasions brésiliennes qui vient de ça. Il y a plusieurs fois où il arrive à rentrer à l'intérieur et tu sens que des lignes de passe s'ouvrent. Vinicius a plus de mal à le faire parce que techniquement, sa conduite de balle n'est pas la même que Rafinha. Il conduit que l'extérieur du pied. Il a beaucoup de mal à donner un ballon à l'intérieur. Il a même oublié Jesus à un moment sur une contre-attaque. Mais, ouais. euh, mais voilà, ça manque vraiment de variété jusque-là, aussi parce que tu n'as pas de latéraux qui dédoublent, tu as des relayeurs, des milieux de terrain qui se projettent peu. Bah, finalement, tu vois, le but que tu mets, c'est parce que Casemiro va dans la surface suisse. Et ça, c'est quand même une donnée importante et qui est quand même peu reproductible. Casemiro va pas se présenter dans les surfaces adverses toutes les 10 minutes, tu vois. Non. Donc il y a une réflexion à avoir quand même du côté brésilien pour mettre du mouvement dans les 30 derniers mètres adverses, parce que sinon, c'est vrai que c'est assez arrêté. Monsieur Dan, je vois que le tableau te démange. Ouais, non, mais c'est pour prolonger un peu ce que disait Raphaël, notamment sur les difficultés du Brésil et la bonne fermeture de la Suisse. Je voulais juste montrer un truc, c'est que ici le Brésil est en bleu, la Suisse est en rouge, donc vous voyez bon le Brésil en allez 4-3-3 ou 4-2-3-1 et la Suisse qui défendait en 4-4-2, ok. Ouais. Et en fait le Brésil pour son comment dire son objectif absolu, c'est de ne pas se désorganiser quand elle attaque. Il faut bien comprendre ça quand on voit le Brésil parce qu'elle considère que devant, elle a suffisamment de talent, il y a suffisamment de possibilités Pour pour faire marquer, elle n'a la pas besoin. différence. Voilà. Et il faut absolument qu'elle se structure, d'où cette impression aussi parfois de rythme très lent. Et surtout, comme l'a dit Raphaël, en fait, les latéraux dédoublent très peu. Donc, ce qui a permis à la Suisse, quand par exemple Vinicius était touché, de venir fermer à deux, de faire une prise à deux ici, parce que Alexandro ne venait pas créer Ouais. une menace dans la profondeur dans le dos de Vinicius, mais c'est voulu, hein, c'est pas un défaut d'Alexandro, hein. C'est voulu. D'ailleurs, Militao sur ses phases, l'arrière droit, si vous me suivez toujours, il resserre. Et donc, Mm. la Suisse a souvent fait des prises à deux comme ça. Alors, Mm. de l'autre côté, Rafinha a réussi à s'en sortir, mais on a vu pendant longtemps Vinicius galérer et être très très bien pris, surtout que Paqueta n'a pas beaucoup aidé, a eu du mal en fait à jouer le rôle de Neymar. Ouais, Et donc totalement. ça a été compliqué pour le Brésil. Et comme par hasard, à la sortie de du milieu droit, du milieu droit de la Suisse, l'entrée du numéro 11 dont j'ai oublié le nom et que je Renato vais Ouais, Steffensen. c'est Stéphane, ouais. Renato Stephen, merci beaucoup Raphaël. Et ben, il y a eu un peu moins de discipline sur ce côté-là. Et ça a commencé, et c'est exactement là que le Brésil a commencé aussi à trouver Vinicius. Et sur l'action du but, on en revient aussi à ce problème-là. C'est ce qu'avait réussi à faire la Suisse pendant une heure.
elle l'a moins fait en fin de match, pas seulement parce que les joueurs étaient fatigués, mais aussi parce que les nouveaux entrants sont pas mis à la hauteur de la discipline et de la concentration. Mais aussi, je pense par le but, hein. Parce que personnellement, il y a un truc que j'ai vu et pour lequel j'ai une patience supplémentaire entre guillemets avec le Brésil, c'est malgré les quelques critiques qu'on pourrait donner où je trouve qu'ils ont eu du mal à attaquer par l'axe, où ils ont eu du mal à accélérer le rythme, où leurs ailiers ont été un peu en 2v1, c'est que les deux fois dans les deux matchs face à la Suisse et à la Serbie, dès qu'ils ont marqué et que la Suisse et la Serbie ont dû on va dire, se montrer un tout petit peu plus pour essayer de revenir au score, c'est là où on a vu le Brésil pouvoir avoir des phases vraiment intéressantes, presser extrêmement haut. Après leur but, ils ont pressé extrêmement haut à des moments, beaucoup plus que lors du match, et Mmh. avec beaucoup plus d'entrain et avec plus d'espace, du coup, se procurer plus d'occasions. Alors peut-être pas plus d'occasions, mais en tout cas plus de situations. Et c'est là où je trouve que j'ai une patience supplémentaire avec eux, parce que les quelques difficultés que je les vois avoir ici, je pense qu'arrivé en phase finale, il y a peu d'équipes qui joueront de cette manière face à eux, comme l'a fait la Suisse, tu vois. Ou peut-être ils le feront en Tu jouant crois? peut-être mieux. Bah, peut-être la France, mais sinon, je pense qu'il y en a d'autres qui laisseront plus d'espace et ce seront des espaces qui seront beaucoup plus exploitables par le Brésil par rapport à la Serbie et la Suisse. Ou alors ça jouera plus comme la Suisse, mais pas comme la Serbie en tout cas. Voilà. Et après, il faut dire un mot, après peut-être qu'on je sais pas si Raph voudra ajouter autre chose. Deux matchs, 0 tir cadré concédés par le Brésil. Ouais, mais Heu, c'est quand même significatif, hein. c'est énorme. Voilà, c'est énorme, on a parlé, rappelez-vous au premier match, de leur qualité sur les transitions défensives à la perte, que ce soit Casemiro, le marquage préventif de Marquinhos, Thiago Silva, les anticipations. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Quand en plus vous avez Militao qui vient arrière droit, donc il peut en plus défendre la surface si vous avez besoin de défendre plus bas. Et qui a bien Ça, fait ça, son quand job, hein. même, ça a quand même une tête, ça a quand même une tête d'équipe comment dire, au rendez-vous de son statut pour l'instant. Ouais, totalement, totalement. Et vraiment, moi, je trouve que c'est un Brésil qui, pour l'instant, enfin, pour l'instant, franchit les difficultés sans, tu vois, sans trop de problèmes, sans se mettre en danger, et qui répond à pas mal des problématiques qu'on se posait à leur sujet. Ah oui, et voilà ça que je voulais dire. Et surtout aussi grâce à Casemiro. Casemiro, c'est vraiment le joueur qui, je trouve, t'équilibre le tout d'une manière impressionnante. Déjà à Manchester United et au Real, j'ai déjà eu cette impression, mais plusieurs fois. Mais là, au Brésil, je trouve que c'est vraiment voyant, enfin très très voyant. Casemiro, c'est vraiment le joueur d'équilibre par excellence dès que tu dois composer avec autant d'offensifs et autant de statuts à gérer. C'est-à-dire que le Brésil, pour moi, aurait plus de difficultés s'ils n'avaient pas un Casemiro dans leur effectif. Vous en pensez quoi de ça? Ah bah, Même si évidemment, il est essentiel. paradoxalement, je trouve que, vu avec ce que disait Dan sur les latéraux, il a pas forcément autant de boulot qu'en club. Mm. Parce qu'il y a déjà un équilibre présent avec 4 défenseurs qui montent peu, avec un Fred qui est à côté de lui. Donc tu vois, ça, c'est une équipe qui se désorganise pas beaucoup, comme le disait Dan. Et historiquement, donc il y a le Brésil des années 60-70 qui enchaîne plusieurs victoires en coupe du monde, mais sinon, le Brésil depuis les années 90, 2000, 2010, 2020, quand il a réussi des coupes du monde, historiquement a toujours été très fort défensivement. Bah oui. C'est une équipe qui, en 2002, est très forte défensivement, qui en 94 est très forte défensivement. Il faut revoir les matchs, c'est une équipe pareil, qui est pas dans le football Joga Bonito, hein. Ça, c'est le truc d'il y a longtemps pour le Brésil. C'est le truc des années 80. Ça s'est arrêté à la fin des années 80. Et vous Et savez, juste 2014, parenthèse, même en 58, ils arrivent en demi contre la France, ils ont encaissé 0 but. Voilà, Et et voilà. tu vois, parenthèse refermée. 2014, je pense que ça a aussi rappelé un peu ça. Ils ont un traumatisme avec le 7-1 quand même, où par contre, ils étaient à la rue sur le plan tactique et sur le plan défensif. Et ce match-là a confirmé cette équipe et rappelé à cette équipe que leur succès depuis la fin des années 80 viennent toujours avec une équipe très organisée, heu, contrairement à ce que renvoie leur image et ce que peuvent renvoyer leurs individualités. Donc ils J'étais en sont dans train de leur schéma, en regarder, fait. j'étais en train de regarder un petit peu, vite fait quelques compositions qu'ils arboraient à la coupe du monde 2002. La bonne défense à 3, Roque Junior, Lucio Edmilson avec devant Kleberson, Gilberto Silva. Ah non, mais Ouais, c'était, ouais, la 6 défensive, c'était pas mal. C'était solide. ouais, et puis après ils avaient des Mmh. talents devant, tu vois? Ils avaient Rivaldo, Ronaldo, et dans 2002, je sais même pas si Ronaldinho commence à déjà jouer, ou si, il joue, bien sûr, il joue, bah Ouais, oui, je suis ouais, un En bête, ouais, il 2002, il c'est marque joue. un contre trio l'Angleterre. Ronaldinho, Ouais, Rivaldo, ouais, Ronaldo, ouais, le trio. Ouais, c'est sa première coupe du monde à Ronaldinho, et peut-être la seule qu'il réussit d'ailleurs.
Mais Ouais. ouais, non, non, il y avait du talent devant. Ils ont essayé de faire pareil en 2006, mais les talents étaient vieillissants et ils sont sortis, tu vois? Donc c'est une équipe qui s'appuie souvent sur cette base-là et c'est pour ça que Dunga a été plusieurs fois le coach du Brésil alors que c'est pas Mmh. le sélectionneur le plus emballant offensivement. Juste Non, Karim nous franchement, demande, est-ce que le choix de vas-y. Fred dans la ligne offensive en possession vous a surpris? Bah, en fait, Fred a repris un peu le rôle de Paqueta, le rôle que Paqueta avait sur le premier match, donc c'était pas forcément surprenant. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, moi, je sais pas ce que vous en avez pensé. Et après, je pense, on a parlé un peu de Casemiro, mais moi, j'ai bien aimé. Alors, nécessairement, c'est un ex-Lyonnais, mais j'ai bien aimé l'entrée de Guimarães. J'ai vraiment bien aimé l'entrée de Guimarães, que j'ai trouvé totalement à la hauteur et surtout dans le rôle auquel on l'attendait. Peut-être pas parfait à 100%, d'ailleurs pas du tout, mais une entrée quand même bonne. Et savoir que tu as un mec comme ça qui peut rentrer au milieu, je trouve que ça a été de bon augure pour Teach, notre ami. Ouais, écoute, il y a quand même se pose peut-être la question de parfois, j'ai l'impression que sur l'intensité, sur le rythme, moi je suis pas aussi, j'ai pas été aussi enthousiaste sur son entrée, mais Ouais. j'aimerais bien le revoir dans un autre contexte quand même. Mmh. Mais je sais pas. Peut-être qu'il y a une place aussi qui s'ouvre à la place de Paqueta. Je sais pas si c'est lui. Fred fait pas un très bon match, c'est à voir, mais j'ai pas trouvé son entrée décisive, particulièrement, même si elle a peut-être permis à Casemiro de se projeter un peu plus, notamment Ouais. sur le but. Bah, Peut-être ouais, que ouais, sur le but. positionnellement, en fait, c'est ce qu'il a le plus apporté, c'est par sa Mais position. il entrera quand le Brésil aura besoin de casser des blocs, lors des matchs des prochains matchs de toute façon, parce que c'est quelqu'un qui a une qualité de passe verticale et une vision du jeu, des passes masquées que les autres milieux brésiliens n'ont pas. Donc il entrera, tu vois, si à la 60e, en 8e, en quart, il y a 0-0, ou si le Brésil perd d'un but, tu sais qu'il va entrer parce qu'il va t'apporter beaucoup plus dans le jeu vers l'avant. Il a des renversements de qualité aussi, et ça peut être très important avec les ailiers brésiliens. Donc, mais je pense, je Après, crois pas au fait qu'il intègre. tu Thiago Ouais, Silva pour trouver les passes, tu ouais, vois, mais il je en a crois pas encore au fait trouvé qu'il une ou intègre 2. le. Non, mais c'est pour ça que je crois pas au fait qu'il intègre le 11, tu vois, Ouais. d'ici la fin de la compétition. J'arrive pas à y croire, Non, moi non plus. À moins que Fred se pète aussi, tu vois. Mais t'as aussi Fabinho, bah, après, même qui fait une saison vraiment nulle, mais qui peut entrer dans l'équipe. En tout cas, c'était intéressant. On a parlé un petit peu du Brésil et ça permet un petit peu de, sauf si vous voulez rajouter un truc sur le Brésil, mais ça permet de pouvoir faire un petit peu le tour. Le Brésil qui se qualifie, deuxième victoire. Donc là, on a la France plus le Portugal plus le Brésil qui ont fait leurs deux premières victoires. Des, des- des effectifs quand même assez pléthoriques. Et quand on voit les changements et ce qui est possible de faire, ça, in fine, ce n'est pas étonnant. On passe au match d'après. Quelques mots sur le très énergique, j'ai envie de vous dire, Corée-Ghana, avec un Ghana qui marque très vite. Non, non, c'est le Cameroun qui marque très vite, pardon. Mais avec un Ghana qui, avec un petit peu de réussite, arrive à 2-0 avec très peu de situations, si on doit être tout à fait honnête, se fait égaliser 2-2, réussit à trouver la force pour le 3-2. Un peu de réussite également sur un but qui est accepté malgré la main d'Ayou, que j'ai trouvé assez étonnant, parce que la main lui sert concrètement sur l'action. Ça, j'ai trouvé étonnant que ce but soit accepté d'ailleurs. Mais au global, un Ghana qui réussit à se mettre en position de pourquoi pas se qualifier lors de son dernier match. Un coup douce, toujours aussi en jambes, et toujours aussi efficace dès qu'il est placé proche de la surface et pas à 60 mètres comme toute la première partie de la game, enfin de la partie contre le Portugal. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Corée-Ghana avec des Coréens qui ont eu une force mentale et assez forte pour revenir, même si ça n'aura pas suffi pour se sortir une victoire? J'ai trouvé. Alors, le match se découpe quand même en plusieurs temps, hein. Ouais, Déjà, le temps additionnel est un temps à lui tout seul. Faudra oui, qu'on finisse les par 10 ça minutes parce à la que fin. c'était un grand moment de cette Coupe du Monde. C'était deux équipes très différentes. Ça a donné un des matchs les plus prolifiques en termes de tirs de la compétition. 29 tirs au total, 22 pour les Coréens, 7 pour les Ghanéens, qui ont été très efficaces. Et victoire Une Corée 3-2. du Sud, ouais, une Corée du Sud où la qualité technique est quand même placée au centre du projet. Euh, S'il y a aucun joueur qui a embêté balle au pied, vraiment, c'est des joueurs qui sont très fins techniquement, qui peuvent se sortir de la pression, une qualité de centre exceptionnelle chez pas mal de joueurs. Ils ont Oui, Mmh. envoyé des centres pendant tout le match, c'était des bombes qui tombaient dans la surface. Et pourtant, le Ghana a de la taille pour défendre, hein. Mais une qualité de ah, centre, se notamment qualifie, oui. le latéral gauche, et je n'oublierai pas son nom puisqu'il s'appelle Kim, comme toute la ligne défensive, a envoyé beaucoup de bons centres. Et par contre, un Ghana qui est pas allé chercher haut, qui l'a fait par moment,
qui a plutôt misé sur un bloc médian, parfois bas, pour avoir des espaces dans lesquels contre-attaquer. Et même lorsqu'ils contre-attaquaient pas et que l'attaque prenait un peu du temps à aller dans le camp adverse, par contre, tu as senti que la Corée, dès que le ballon entrait dans leur camp, ils savaient plus quoi faire. C'est-à-dire que dès que le Ouais. Ghana a réussi à entrer dans le camp coréen, il y avait quasiment occasion. Ils entraient dans la surface comme ils voulaient et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça que tu as l'impression que la Corée a largement dominé et qu'ils ils auraient mérité plus. Peut-être, oui, mais sauf qu'à chaque fois qu'ils ont pris un contre ou qu'ils ont pas eu le ballon pendant plus de 20-30 secondes, ils ont concédé des situations difficiles. Et ça, c'est une donnée importante parce que ça montre aussi que cette équipe a des grosses failles à ce niveau-là de compétition, malgré la qualité des Ouais. joueurs. Tu vois, le troisième but qu'ils prennent, c'est pas possible. Non. Au départ, ils sont en place, il y a un centre, il y a plus personne au marquage dans la surface, les joueurs sont très loin de leur adversaire direct. Il y a une frappe ratée, Koudou c'est encore libre avec beaucoup d'espace, et ça, c'est quand même dommage parce que c'est vrai que sur le plan technique et sur ce qu'ils ont été capables de faire collectivement, je sais pas ce que vous en avez pensé tous les deux, mais ça reste une équipe très sympa de cette Coupe du Monde, tu vois. Le premier Ouais, match ouais, avait Totalement. été un peu timide, ouais. premier match un peu timide, mais je trouve que là, ça a été top de les voir jouer. Ouais, ouais, bah, je suis d'accord. Et puis on en parlait un peu pendant le match. Je te disais, tu as l'impression que dans cette équipe, ils ont tous, pour intégrer cette sélection, il faut savoir faire le 180 degrés avec le contrôle derrière la jambe d'appui. Et ils ont tous un peu ces moves où ils sont assez bas sur leurs appuis. Ils peuvent, les prises de balles sont intéressantes. Euh, c'est plaisant à voir. Alors parfois, moi, ça m'avait, au premier match, tu vois, les équipes qui sont bonnes comme ça entre les deux surfaces et bonnes ni dans leur surface, ni dans la surface adverse. En général, j'aime pas trop ça. Et là, ça m'a plu la manière dont ils ont poussé, les buts de la tête, la qualité de centre, effectivement. Euh, je voulais aussi, en plus de ça, je sais pas si on peut le faire maintenant, mais parler du but sur coup franc Tout à fait. qu'ils encaissent. Est-ce que d'abord, tu peux mettre, je Le vais te premier mettre en screen, grand écran, Zach. Non, le deuxième screen d'abord. Je bien sûr, voulais regarde, je juste te le vous mets tout de montrer un suite. truc sur le chat. Vas-y, Hop là. je te mets en grand écran. Le deuxième screen, c'est quoi? C'est la manière dont l'Espagne C'est ça en jeu. défendait hier. Voilà, on en a parlé hier soir. J'en ai fait un papier qui est paru ce matin dans l'équipe. Donc, c'est une manière très agressive de défendre et ça donne aussi de la place aux gardiens d'intervenir. Vous voyez. Et évidemment, hein, comme toutes les formules, ça a ses défauts. Il faut avoir une grande coordination. Il ne faut pas se faire avoir par les feintes de l'adversaire, etc. Donc, si tout le monde a bien ça en tête, maintenant, est-ce que tu peux mettre la première image que je t'ai envoyée, Zach? T'as vu Alors, comment Et il te ça, c'est commande, Zach? T'as vu comment il prend la grosse tête quand même, Dan? Vraiment, eh, s'il te plaît, mon t'es cher son, Zach. t'es son pantin, demandé. quoi. Non, mais regardez, c'est gentiment demandé. C'est pour le divertissement. Les gens qui regardent le chat, les frérots Et, du chat, on fait ça pour et je, vous, les gars. et je peux te dire, Zach, je peux te dire que quand on a sorti ce nouvel outil, les gens m'ont parlé les gens qui écoutaient l'émission m'ont parlé que de ça. Donc, ils ont kiffé. Quel bonheur. Donc pour continuer, ce que je voulais dire, là, c'est le but, c'est le départ du coup franc qu'encaisse la Corée du Sud. Donc, vous voyez que la ligne par rapport à celle de l'Espagne tout à l'heure est presque 10 mètres plus bas. Et donc, évidemment, il y a moins de risque de hors-jeu. Mais le Ouais. risque, c'est lequel? Et là, on peut voir la dernière capture. Le risque, en fait, j'espère que tout le monde me suit et que je ne suis pas trop long. Le risque, Non, c'est vas-y. que votre gardien, tu peux envoyer la troisième capture, Zach. Le Alors, si je risque, dis pas de bêtises, je crois que j'en ai que deux. Attends, je regarde s'il y a la troisième en rapide. ouais, je Je l'ai peux la récupérer. envoyé un peu plus tard. Oui, Mais en c'est bon, fait, c'est bon, c'est bon. Je te la mets tout de suite. Hop, ce que je voulais dire, tac. c'est que le risque, c'est que la balle arrive à un endroit, du coup, où le gardien, il y a tellement de densité, puisque les joueurs étaient quand même un peu plus bas, il y a tellement de densité que le gardien, il ne peut pas intervenir. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que quand vous défendez comme ça, vous prenez un but à chaque fois. Sauf que là, vous voyez la différence. C'était pour vous montrer la différence d'options Ouais, stratégiques. regardez la différence pour remontrer ce qu'il disait. Ici, c'est risqué, mais comme il a dit, le gardien, Il grande il y distance a plus d'espace. d'intervention. Voilà, si jamais il se foire. Là, ici, beaucoup plus risqué. Donc, sur le premier, hop, regardez, distance courte d'intervention sur le but. Et résultat, hop, le Et gardien surtout, il y a sort. du Mais il y monde, a donc le gardien du monde. peut pas sortir. Exactement. Voilà, c'était le petit point coup de pied arrêté du jour, mon cher C'était le Zach. point coup de pied arrêté. Il faut qu'on se fasse un jingle.
Non, mais après, la Corée là va jouer. La Corée joue contre le Portugal. Euh, T'imagines quoi comme type de match, Raph? C'est mort pour eux ou? Pour moi, Ça non. dépend ce que veut faire le Portugal aussi sur le troisième match, tu vois? C'est-à-dire qu'ils ont 6 points, le Portugal, le Ghana en a 3, donc ils ont quand même de grandes chances d'être premiers même s'ils perdent, il me semble, pour le Portugal. Ça se jouera à la différence de but, si le Ghana gagne de son côté son match. Pour l'instant, le Portugal est pas trop mal là-dessus, ils sont à +2, le Ghana est à 0. Donc je sais pas trop. La Corée quand même, à part les centres, tu vois, je trouve qu'ils ont du mal à se créer des occasions quand même. Là, ils Ouais, ont pu parce que le Ghana a défendu assez bas, mais si le Portugal arrive à avoir le contrôle du jeu, ce que les adversaires de la Corée n'ont pas cherché à faire depuis le début, tu vois, s'ils arrivent à prendre le ballon à la Corée, je pense qu'ils peuvent marquer assez vite. Et ça, c'est quand même un problème. C'est-à-dire que la Corée qui passe du temps sans ballon, c'est la Corée qui Ouais. concède des occasions. Et en plus, t'as Kim Min-jae qui, à mon avis, va pas jouer le prochain match parce qu'il a fini sur une jambe et il a quand même tenu à aller jusqu'au bout. Le Donc tu as quand défenseur de même Naples, plusieurs. Ouais, qui très a bon été cette très année. bon, hein, qui fait une super Coupe du Monde d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, et je pense quand même que ça fait deux variables. Le fait que le Portugal puisse prendre le ballon, même avec ses remplaçants d'ailleurs, et Kim Min-jae qui est pas là pour défendre la surface et même la profondeur. Je pense que ça va être un peu compliqué, surtout qu'il là, il peut donner du temps de jeu à Léao, tu vois. Et peut-être que là, ça va attaquer en profondeur. Donc ça peut. J'ai du mal quand même à croire que la Corée soit assez solide défensivement contre ce Portugal. Arrive en fait à prendre le ballon, pas subir, avoir des occasions, ça me fait. Il faudrait vraiment que le match soit parfait. très bien. Très bien, très bien. Eh ben, écoutez, on verra la suite de ce match, mais on a pu parler des braves Coréens et les Ghanéens qui réussissent à sortir une victoire un petit peu au courage, un petit peu avec les quelques incursions qu'ils ont réussi à avoir. Mais pour moi, tant que le Ghana réussira à amener ses offensifs dans des dispositions correctes et proches de la surface, et notamment Kudus qui fait vraiment, pour moi, Kudus c'est l'un des joueurs individuels qui fait une des plus grosses un des plus gros mondiaux. Je kiffe vraiment le mondial de Kudus pour l'instant et je le trouve très fort. Bref, on en rediscutera lors des bilans à la troisième journée, mais voilà pour Mohamed Kudus, voilà pour Corée-Ghana. Parlons enfin de Cameroun-Serbie, quelques mots en rapide, et ensuite on se fait le bilan de cette seconde journée. Le Cameroun-Serbie, c'est un match que, alors je vous cache pas, je me suis couché tard la nuit dernière, voilà, je vous raconte ma vie, donc je me suis levé au début de la seconde mi-temps. Donc je me lève à 2-1, je vois le 3-1 avec la très très belle action collective de la Serbie. Puis là, j'ai vu l'entrée du monsieur Vincent Aboubakar, une entrée de leader de sélection comme on en voit rarement, avec des appels en veux-tu en voilà, bien aidé par un Milenkovic qui était sous chicha pomme au moment du marquage et qui bon voilà, c'était pour la touche de, c'est pour la petite vanne, mais en dehors de ça, Milenkovic qui aide pas du tout au marquage, mais surtout un Vincent Aboubakar décisif par son but avec le fameux lob en louche, le dribble et le lob en louche, et enfin le super centre pour l'égalisation de Choupeau. Franchement, un Cameroun qui réussit à montrer les réserves mentales pour réussir à réégaliser, une Serbie qui au final déçoit un petit peu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier match? On a souvent dit que les matchs à 11h étaient un peu soporifiques. Au final, ça va. Celui-là a peut-être fait partie de ceux qui étaient les plus intéressants. Ah oui, c'était un match, comment dire, agréable parce que ça allait d'un but à l'autre, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, parce que parfois même c'était un peu n'importe quoi. C'est pas le match pourtant enfin, je veux dire, malgré le score, c'est pas le match où il y a eu la plus grande qualité technique, la plus grande Mmh. qualité collective, vraiment pas. Ce qu'on peut dire sur ce match rapidement, c'est que je suis assez surpris par ce qu'a produit la Serbie, parce que le Cameroun était dans un état vraiment très compliqué lorsqu'il y a eu l'égalisation, puis le but du 2-1. Il y avait le bloc qui s'étirait, il y avait les joueurs qui revenaient pas. Et tu te disais à ce moment-là, et d'ailleurs, le but est joli, le but de la Serbie. Mais en fait, si tu regardes, si tu te concentres sur le Cameroun, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils ont tous abandonné. Enfin, en tout cas, une bonne partie d'entre eux. Ça revenait pas, ça marchait. Et ce qui est fou, c'est que tu te dis à ce moment-là, hein, en fait, si la Serbie appuie un peu plus, ça peut faire 4, 5-1. Le Cameroun peut vraiment exploser, parce que, comment dire, ça ressemblait, il y avait plus il y avait plus personne devant la défense. Sur les deuxièmes ballons, ça courait moins. Ouais. Sauf que
Le bloc est toujours ouvert. Il y a Aboubakar qui rentre. Il y a un long ballon qui lui est envoyé. Milenkovic le couvre. Et il y a 3-2. Et même le but du 3-3, c'est un truc un peu comme ça aussi, où en fait, le Cameroun est hyper ouvert. Et tu te dis, c'est un miracle. Et d'un autre côté, bon, bah, tu dis tant pis pour les Serbes, parce que tu as envie de dire, les gars, vous auriez pu en mettre vraiment beaucoup plus, vu l'état dans lequel avait l'air d'être l'équipe du Cameroun. On rappelle que Onana a été écarté et est parti. Euh, donc voilà, c'était un match assez déroutant, mais ce geste d'Aboubacar, cette louche Oh la extraordinaire, louche, voilà, c'est exceptionnel. le geste à retenir. Et pour moi, c'est le kiff de la deuxième journée, quoi, tous les matchs qu'on a vus sur cette deuxième journée, c'est le geste le plus kiffant. Ça, et quand même, il faut dire aussi que Choupo a été techniquement encore, a quand même rendu une copie assez sérieuse techniquement. Raphaël, t'as pensé quoi? J'ai pas vu le match. T'as pas pu voir? Non, j'ai pas vu ce match-là. Non, non, je bossais Ok. à ce moment-là, je préparais ma séance pour les petits du Restart. Donc j'ai pas été assez attentif. Pas de problème. J'ai vu le résumé, mais ça avait l'air fun, hein. C'est le match de 11 h que j'ai pas vu, le seul Voilà. peut-être. Et je regrette du coup de ne pas l'avoir vu. Euh, Ah, c'était un bon est-ce match. que, est-ce que le Cameroun peut y croire contre le Brésil ou ça vous paraît impossible, vous qui avez vu le match? Pas possible pour Non, moi. pas possible. C'est vraiment, Il vraiment part de pas trop loin. possible. Il Et part de beaucoup trop loin. vous noterez d'ailleurs, chers viewers, que ici nous sommes une émission où on ne ment pas. Et quand on n'a pas vu le match, on ne raconte pas de balivernes dessus. Et on le dit. C'est beau ça, c'est Ce que beau. vous ne trouverez pas dans toutes les émissions. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, magnifique. Eh ben écoutez, les amis, on aura fini un petit peu pour les matchs du jour. On se garde un petit quart d'heure, voilà, un petit quart d'heure, un petit 20 minutes pour se faire un bilan de cette seconde journée avec les kiffs, déceptions, actions marquantes. Alors, vu que j'ai pas fait mes devoirs et que je l'ai pas préparé, je vais vous laisser sortir les vôtres. Je vais réfléchir rapide aux miennes et je reviens vers vous. Qui a fait ses devoirs, qui a envie d'y aller? Dan, t'es un très bon élève, j'en suis sûr. J'ai fait, mais Raph, tu veux commencer ou bah non, mais je peux Non, y non, non, aller. non, vas-y, j'écoute. J'ai parlé de la louche d'Aboubacar. Pour moi, c'est mon action marquante, déjà pour le geste. Ouais, Et c'est vrai qu'on peut se demander, est-ce qu'il le fait parce qu'il se croit hors jeu? Parce qu'il y a un peu. Mais je suis pas. Pour moi, non. Moi, je le vois pas je comme pense ça. pas. Mais il Vu y a une comment il telle dribble avant, décontraction dans ce geste-là. Euh, c'est étonnant à voir. Et en fait, c'est l'action marquante parce qu'elle se situe dans un moment du match où c'est absolument n'importe quoi sur le terrain. Enfin, je ne sais pas si n'importe quoi c'est excessif, mais en tout cas, il y a très peu de cohérence ouais. dans l'équipe camerounaise. Et pourtant, c'est le but qui va faire tourner un peu le match, alors que tu sens pas du tout venir. Donc ça, c'est mon action marquante, et aussi parce que c'était le dernier match à 11 h. Donc voilà, ciao le match à C'est vrai. 11 h. Dès demain, double Pour le, 16h, double 20h. ouais, pour le kiff de cette deuxième journée, moi j'ai vraiment envie de revenir sur l'association Dembélé-Deschamps qui Oui, oui, enfin monsieur. fonctionne et qui rend quelque chose de vraiment très étonnant avec un rôle inattendu pour Ousmane Dembélé. Deschamps a réussi à faire de lui Christian Carambeu en phase défensive, c'est-à-dire un relayeur droit qui ferme avec son milieu défensif. Et je reconnais que j'étais pas du tout préparé à voir ça et que c'était génial à voir déjà. C'est beau de voir, comment dire, comment sur quelques jours un coach, un staff peut travailler avec un joueur et d'en voir les résultats concrets. Et ce qu'on a vu face au Danemark, voilà, ça m'a beaucoup plu. Donc c'est vraiment le truc que je retiens le plus positif de cette deuxième phase. Et en troisième, alors c'est lié au match du jour, parce que je pense que, enfin, je sais pas si tu voulais, tu seras déçu peut-être par les Japonais, Raph, donc je me suis dit je vais pas lui piquer. Mais en fait, j'ai mis Paqueta parce qu'il avait peut-être une occasion avec l'absence de Neymar Ouais. de d'avoir un peu plus de liberté et d'apparaître un peu plus comme facteur d'influence dans le jeu du Brésil. Et sorti Et d'une je trouve qu'il déviation, a c'était pauvre. Ouais. ouais, c'était assez pauvre, il a jamais réussi à résoudre les problèmes qu'avait Vinicius, dans ce qu'on montrait tout à l'heure, le 2 contre 1. Il a pas réussi à connecter les attaquants entre eux.
Donc voilà, j'étais assez curieux de voir le Brésil en l'absence de Neymar et comment ça allait s'organiser. Paqueta, je trouve qu'il a pas donné satisfaction et j'imagine que c'est le 1er déçu de son match. Je suis d'accord. Je suis Voilà d'accord. pour moi Alors, les amis. j'ai trouvé les miennes là, c'est bon, j'ai juste en regardant un peu les matchs. On commence action marquante. Pour moi, c'est l'action la plus marquante de cette deuxième journée pour tout ce qu'elle symbolise. C'est le but de Messi. C'est le but de Messi qui délivre l'Argentine face au Mexique après avoir buté pendant quasiment tout le match et nous avoir délivré un des matchs les moins intéressants à suivre. Ça a permis aux Argentins de se libérer avec, encore une fois, on en avait discuté, mais la réaction de Pablo Aimar. Tu vois tout le stress et toute la libération que les Argentins subissent après ce but pour finalement arriver jusqu'à la victoire. Donc pour moi, c'est très important de noter le but de Messi pour tout ce qu'il symbolise. Donc c'est-à-dire la difficulté de le mettre, le côté leadership, l'importance de celui-ci. Franchement, il est difficile à pas citer en action marquante de cette deuxième journée. Donc voilà pour commencer. La déception, on l'a dit il y a quelques instants. La déception pour moi, la numéro 1, c'est l'Uruguay. Voilà, pas besoin d'être très original, mais l'Uruguay est suffisamment décevant depuis ce début de mondial et leur match face au Portugal me suffit à calibrer un petit peu ceci. Il y a pas, il y a peut-être eu quelques autres upsets qui mériteraient d'être cités, mais pour moi, l'Uruguay se suffit à lui-même. Et enfin, en kiff, le vrai kiff que j'ai eu dans lors de cette journée, c'est la victoire du Maroc. En réalité, ça se partagerait entre la victoire du Maroc et la victoire de la France parce que je ne cache pas qu'avant France-Danemark, j'étais quand même stressé même si je tentais un bon but, un bon match. J'ai été très satisfait du match de la France, mais pour le côté upset, la victoire du Maroc face à une Belgique diminuée, m'a apporté grande satisfaction et l'un des résultats surprises de cette journée et un match qui peut permettre au Maroc de passer les poules pour la première fois depuis quand même un long moment. Donc, donc la victoire du Maroc pour tout ce qu'elle représente. Si je devais citer un autre kiff, et quelqu'un l'a dit dans le chat, ouais, c'est les très émouvants équatoriens et leur football tout-terrain qui a écrasé les Pays-Bas malgré le résultat nul au final. À voir demain contre le Sénégal. Mais voilà pour mes kiffs et mes déceptions. C'est marrant, je pensais que tu allais dire kiff, évidemment la victoire du Maroc, action marquante, le coup franc de Sabiri et déception que le Maroc ait pas gagné 3 ou 4-0, tu vois? Je pensais que ça allait être ça le coup d'Isaac. Ah non, Mais, non, non. Et pour le coup, attends, pour le coup, en action marquante, le but de Messi, il est banal. justement, dans une autre action marquante qui nous paraît déjà loin parce que c'était, vendredi, mais c'est le premier but de l'Iran contre le Pays de Galles, Oui, la frappe de loin qui frappe de loin. débloque, la situation en deuxième et alors que l'Iran dominait à ce moment-là du match. Je pense que c'est quand même un moment important de cette coupe du monde qui nous permet d'avoir un États-Unis-Iran, heu, disputé lors du prochain match avec beaucoup de, comme disent Demain les Anglais, soir de les na gars, ouais, États-Unis-Iran, c'est demain ça. 20h, ouais. Avec beaucoup de narratifs, comme disent les Anglais, autour de ce match-là, questions géopolitiques, questions culturelles, Oui. les coachs qui s'embrouillent, Klinsmann qui lâche des déclarations que Queiroz aime pas, sachant que Klinsmann a coaché les États-Unis, enfin voilà. Donc, et Queiroz a coaché aussi lui à une époque aux États-Unis. Donc voilà, beaucoup de choses autour de ce match-là. Je pense que le but de l'Iran, ça reste un moment marquant. Alors vous m'avez piqué mon kiff entre Yangini Dutuel et toi, Zach, parce que l'Équateur, je pense quand même que c'est la performance J'étais d'un sûr que tu allais outsider. prendre ça. C'est la performance d'un outsider, je pense, collectivement la plus aboutie. Ça a pas donné une victoire, Je suis mais ça a quand d'accord même avec donné toi. un sacré match. Et en plus sur 90 minutes, ce que la plupart des autres outsiders n'ont pas fait. Tu vois, le Maroc l'a pas fait sur 90, le Japon Ouais. contre l'Allemagne n'avait pas fait sur 90, l'Équateur, ça a été vraiment de la première à la dernière minute. Et La machine à laver. ça, c'est assez impressionnant, ouais. Donc j'aurais pu mettre les Pays-Bas comme déception, mais bon, ça aurait été un peu facile. Donc sur la déception, je sais pas trop, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui nous ont proposé des choses à leur plafond. Je pense quand même que le Danemark continue à être une déception. Je pensais qu'ils Ouais. embêteraient beaucoup plus la France il y a quelques mois. Alors l'équipe a changé, l'équipe de France depuis, mais je pensais qu'ils embêteraient un peu plus la France. Je pensais qu'ils domineraient largement plus la Tunisie. Je pensais qu'ils se créeraient plus d'occasions, tu vois? Et je les trouve, en fait, c'est comme s'ils étaient pas là sur cette coupe du monde pour l'instant. Donc c'est un peu, tu vois, dans les Mais tu déceptions par rapport à ce qu'ils je avaient me proposé demande sur à la Ligue quel des point Nations, ça d'ailleurs me marque. je me demande à quel point le contexte Qatar, tout ça, ça les a pas, parce qu'on sait qu'ils ont affiché publiquement leur réprobation, hein, de l'organisation de la coupe du monde au Qatar. Ouais. À Ouais, quel mais point est-ce ça que les est-ce a que pas ça plombés?
Est-ce que ça vient des joueurs ou pas ça? Parce que tu vois, entre la fédé, le gouvernement, les joueurs, tu vois, je sais pas, une fois que tu es un joueur qui dispute une coupe du monde, je dis pas que c'est Bien facile, sûr. hein, mais Mais, mais tu les as tellement vus, alors surtout contre la Tunisie, parce que je trouve que la France a vraiment fait un bon match, mais contre la Tunisie, rappelle-toi, on s'était dit ça, tu les as tellement vus en manque de peps, je me disais, est-ce que... Alors certes, c'est la Coupe du Monde, mais pour moi, il y a un facteur qui est lié voilà, aux pays hôtes et qui les plombe un peu. Non pas qu'ils se disent on s'en fout, tu vois, mais je pense que ça joue quelque part sur le peps qui se dégageait de cette équipe avant. Réel, réel, réel. Eh ben écoute, t'as fini, Raph, tu voulais ajouter quelque chose? non, je sais pas si c'est un kiff ou une déception, mais l'implosion des Belges, c'est quand même Oui, un moment avec sur marquant de fond cette coupe du d'embrouille, monde. sur fond Parce que d'embrouille. c'est quand même la première fois que les Belges sont un peu embarrassés par leur honnêteté sur les interviews. Les Belges ont toujours été très honnêtes sur les interviews, ils font très peu de langue de bois. Il faut se rappeler de Thomas Meunier à l'époque au PSG qui disait des trucs en interview très étonnants. Eden Hazard qui disait j'aime pas m'entraîner, Kevin De Bruyne qui est très honnête, Vertonghen aussi. Et là, c'est la première fois qu'ils n'arrivent pas à gérer ça. Donc c'est quand même un... C'est pas un kiff, hein. Je souhaite rien de mal aux Belges. C'est pas une déception non plus parce qu'on le sentait arriver. Mais je pense que ça reste un moment marquant. Je sais pas si pour eux c'est l'équivalent d'un Nice Na 2010, tu vois. Je sais pas comment c'est vécu là-bas en Belgique, Bah, faudrait là, il y a être les là-bas premières infos pour qui le sortent vivre. et apparemment beaucoup de joueurs ne se parlent pas. Enfin, Il y a c'est eu une chaud apparemment. bagarre De Bruyne Vertonghen, Ah ouais, ouais, apparemment, ouais, bah écoute. Non, mais séparé par Lukaku. voilà, Ouais, c'est quand et même puis bien. contrairement aux Allemands, il y a une époque où les Allemands, alors pas cette génération, mais des générations précédentes, où ils trouvaient des ressorts de motivation dans l'espèce d'invectif qu'il y avait en interne. Les mecs s'aimaient pas trop, etc. Mais ils arrivaient, ça créait de l'émulation et de la motivation. Et je suis pas sûr que les Belges soient partis sur cette voie-là. Non, j'avais pas trop l'impression non plus. Mais en tout cas, on leur souhaite de revenir parce qu'ils peuvent encore se qualifier malgré leur défaite. Et ça nous a permis de conclure tranquillement cette petite séquence sur cette deuxième journée. On termine gentiment sur les matchs de demain. Double match à 16h, double match à 20h. Il y a dont un match qu'on a beaucoup teasé ici, le match de l'Iran, le match pour la qualification, le match Iran-États-Unis. Le match pour le verrou d'or. Le match pour le Le, verrou d'or. le Le match, 6-4-0 tombe demain. Le 6-4-0, ça Voilà. va être un truc comme ça. voilà, le match pour la qualification face aux États-Unis, le grand Carlos Queiroz, le temps additionnel. Tu avais parié, je crois, c'était toi, Dan, sur 20 minutes de temps additionnel. Ouais, C'est ça? mais il faut dire qu'il y a eu une petite inflexion. Je ne sais pas si vous avez remarqué des arbitres, on a un peu moins de temps additionnel qu'au début de la Coupe du Monde. On a quand même eu 10 sur la deuxième 10 période de minutes hein, quand même Korigana, sur. hein. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est un peu l'exception de la deuxième journée parce qu'en première, il y avait vraiment, sur la première journée, il y en avait beaucoup plus. Mais je pense qu'on peut avoir, je peux passer mon pari à plus de 20 minutes de temps additionnel. Moi, J'y crois. ma question, c'est à quelle minute, pour la première fois, le gardien d'Iran se blesse? Ça, c'est ma première question. Est-ce que c'est après ou avant? Est-ce que c'est après ou avant la 35e minute? Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais Oh, c'est je pense tard, que la 35e minute, c'est bah, c'est tard. pour ça. C'est tard, mais ça reste tôt quand même. Tu vois, il te reste quand même 55 minutes derrière. Donc, non, non, mais ça va être fou. Ça va être fou. Ça va être, je pense, terrible par moment. Zach va être en dépression par rapport à ce qu'il a ressenti plusieurs fois lors de Non, cette Coupe du Monde. non, moi je te dis, demain le Mais match, je le prends vraiment avec beaucoup de philosophie et beaucoup de Ouais. détachement. Demain, je te jure qu'à 20h, quand je vais mettre Iran-États-Unis, c'est pas pour le football, c'est pour les à côté. Tu sais, des fois, C'est il y a des pour, choses voilà. tu apprécies pour des à côté. Bah, ça, ce sera des à côté. C'est pour élire le verrou d'or. Tu seras un juré du verrou d'or, Zach, de cette Coupe Ouais. du Monde, et tu es là pour évaluer la prestation de l'Iran favori à cette compétition. Eh ben écoute, je le ferai. Et après, derrière, il y a quand même le match à 16h assez important. J'avoue que je ferai un passe facile sur le Pays-Bas-Qatar. Mais Équateur-Sénégal, est-ce que le rouleau compresseur équatorien va encore réussir Personnellement, je pense que le milieu sénégalais va avoir beaucoup de mal face à l'Équateur. Je les vois bien être vite débordés. Mais en tout cas, est-ce que les Sénégalais vont réussir à aller jusqu'au bout de leur histoire et se qualifier en huitième sans Sadio Mané, ou est-ce que les Équatoriens vont continuer avec toute la force qu'on leur a vue jusque-là? C'est une finale. D'ailleurs, au-delà de ça, ce match, je l'attends beaucoup. Je pense pas que les Sénégalais réussiront à le faire, même si je suis de tout cœur avec eux. Je voulais juste terminer en disant un truc, en vous faisant
le résumé des matchs qui sont des finales de poule lors de cette 3e journée. Alors, je reprends un tweet que j'ai retweeté, hein, peut-être qu'il y en a certains qui sont pas bons, mais c'est des matchs dont le vainqueur est qualifié, c'est pur et simple, c'est comme des finales. Équateur-Sénégal, Croatie-Belgique, Ghana-Uruguay, Serbie-Suisse, Iran-USA, Pologne-Argentine, Arabie Saoudite-Mexique, Japon-Espagne. Ah, ça va être fun. Le vainqueur de chacun de ces matchs est qualifié. Je pense qu'on pourrait même citer Allemagne-Costa Rica, que je crois que je n'ai pas cité. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de matchs, Australie-Danemark, bref, quasi tous les matchs ont encore de l'impact, quasi tous les matchs ont encore un enjeu, et ce sera une 3e journée qui, je pense, va nous livrer une dramaturgie certaine et très plaisante. Voilà, voilà. Et ben, Ouais, on écoutez, est les amis, désolé, on vous fait pas vas-y. sur le chat parce que ça demande beaucoup. On vous fait pas de pronostics. Il y a tellement de gens qui s'en chargent. Ouais. On n'a pas besoin. On essaye d'anticiper un peu les configurations de match. Mais bon, pour les pronostics, voilà, on vous a fait nos pronos sur le gardien de l'Iran, sur le temps additionnel. Voilà, moi en tout cas, je préfère rester là-dessus. Ça me va très bien. Eh ben, écoutez, les amis, ça nous permet de conclure gentiment. On sera à nouveau présent demain et toute la semaine à venir pour, encore une fois, débriefer les journées de Coupe du Monde. Le salon tactique, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, 23h, encore une fois, pour une nouvelle émission. Si vous ratez une émission, elles sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube L'Équipe ainsi qu'en podcast. Donc, vous tapez salon tactique et vous pourrez nous écouter. Voilà, si un soir vous n'êtes pas là pour X ou Y raison, vous pouvez toujours vous rattraper. On vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous dit à demain. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao. À demain.